Avec mes deux invités, Kosigan Akwete et Marcel Agbessinou. Nous allons du côté du Burkina Faso. Le Burkina a suspendu la chaîne de télévision LCI, chaîne filiale du groupe TF1. Le Conseil supérieur de la communication, l'autorité de régulation des médias au Burkina Faso, a décidé, c'était le jeudi dernier, de la suspension de suspendre la diffusion des programmes de la chaîne française LCI, accusée d'avoir véhiculé le 25 avril 2023, de fausses informations. Très concrètement, au cours d'une émission présentée par David Pujadas, au cours de laquelle une journaliste a été reçue, elle a tenu des propos comme quoi les terroristes, après le départ de l'armée française, ont gagné énormément de terrain. L'armée burkinabé ne contrôlerait plus le territoire, n'aurait sous son contrôle un pourcentage très réduit, que les VDP sont mis en avant comme de la chair à canon pour protéger les militaires, etc. En tout cas, des propos qui valent aujourd'hui à la chaîne cette suspension de 3 mois. Kosigan Akwete, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Non, ça dénote combien de fois nos pays sont encore très en retard par rapport au contrôle des médias. Ça, c'est un. Et de deux, cette journaliste-là ne fait que travailler pour les intérêts de la France. Elle aide la diplomatie française à peut-être influencer les autorités burkinabées, à faire revenir peut-être la force française au Burkina Faso. Elle met aussi, elle fragilise la cohésion sociale au Burkina Faso. Elle met en difficulté les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et puis même le gouvernement actuel, d'autant plus que dans dans son journal, elle dit carrément que après le départ des forces françaises, le gouvernement actuel ne fait que le gouvernement actuel ne fait que perdre du terrain. Elle dit que plus les djihadistes avancent, et ils gagnent encore plus de terrain. C'est à faire croire aux gens que quand la présence française était là et que les 40% de territoire burkinabé étaient sous contrôle des djihadistes, aujourd'hui peut-être on est à plus de 80 ou à plus de 60, c'est-à-dire qu'après leur départ, ils ont encore perdu des territoires. Or, tout cela n'est pas une réalité. Il faut aussi dire que elle est en train de mettre en difficulté cette politique des VDP qu'a instauré le président Touré, ne serait-ce que pour permettre aux Burkinabés d'avoir peut-être un sang plus patriotique dans la défense de leur pays. Tout ça, je dis, il faut plus de sanctions que ce que nous avons vu là. 3 mois de suspension n'est pas, à mes yeux, suffisante. Il faut peut-être traduire cette journaliste devant la justice burkinabé. Si elle officie au Burkina Faso, ou peut-être... Non, elle officie en France. Si elle officie en France, intenter un procès contre ce média-là qui risque de mettre à mal d'abord la politique de guerre. La politique de guerre la politique de guerre du gouvernement en place, et peut-être à décourager ceux qui ont à cœur de devenir peut-être VDP, et peut-être tous ceux qui soutiennent de loin ou de près l'armée et le gouvernement burkinabé aujourd'hui. Donc je dis, il faut être plus sévère envers ces chaînes propagandistes. Il faut être plus sévère. Pourquoi ne pas même leur demander de quitter le Burkina Faso? Voilà. Marcel Agbessinou, vous êtes journaliste et vous savez que dans la corporation, lorsque des décisions comme ça tombent, c'est mal vu parce que c'est un peu comme une entorse à la liberté d'expression. Non, entorse à quelle liberté d'expression? Liberté d'expression des Burkinabés. Non, les médias ont des le médias droit de s'exprimer sur les sujets de la manière dont ils pensent. Si un média étranger et si une chaîne étrangère comme celle de la France, qui est là pour accompagner les terroristes, qui est là pour envenimer la situation des Burkinabés, qui est là pour tenir des propos haineux, je ne sais pas, il urge que les autorités burkinabées
tapent sur la table. Parce que depuis la mort de leur capitaine Thomas Sankara, ce pays n'a jamais retrouvé de la stabilité politique et militaire jusqu'à ce jour. Et aux grandes dames, la France est là comme un pays qui soutient ces anciennes colonies, parmi lesquelles se figure aussi le Burkina Faso. Mais l'armée française était là aux côtés des autorités burkinabées entre-temps, durant à peu près 10 ans. Mais il y a les djihadistes qui sévissent chaque temps, chaque minute, chaque heure. Mais je suis un peu stupéfait et étonné de constater avec découragement qu'une journaliste en provenance d'un pays de grande démocratie a tenu un tel propos, que les terroristes, au lieu de dire les djihadistes, elle a préféré utiliser le terme terroriste, que ces terroristes avancent à grands pas, en vitesse, sans l'État, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'État au Burkina Faso, que 40% du territoire est envahi par ces terroristes. Mais elle a manqué de preuves sans citer la source d'où elle a tiré ces informations, que 40% de la population du territoire est pris par ces terroristes, et qu'il y a des décès. Bon, elle a exagéré dans son émission. Donc, étant donné que le Burkina Faso, c'est un État souverain respectant ses territoires, sa population et tout et son armée. Donc, pour être souverain 100%, il faut la maîtrise de sa communication. Voilà, de sa communication. Un État souverain doit maîtriser sa communication, et on ne doit pas laisser la communication à n'importe quel pays. Aujourd'hui, moindre information dit que c'est RFI même qui a dit ça. Moindre information dit que c'est France 24 qui a dit ça. Comme si ces chaînes, ces médias sont des médias qui tombent sous d'autres cieux. On ne comprend plus rien. Alors que dans d'autres cieux, on a scellé. Même à côté ici au Bénin, on a scellé la communication. Ne rentre pas au Bénin n'importe quelle information. Donc, nos pays doivent revoir un peu leur système de communication. Ce que le Burkina est en train de faire aujourd'hui. Moi, je salue même la témérité, la bravoure et la détermination du jeune capitaine Ibrahima Traoré, qui est en train de révolutionner la sous-région, qui est en train de révolutionner la mentalité. Ceux qui sont des non-avertis, qui pensent que ce que lui est en train de faire là-bas, c'est quelque chose à balayer du revers de la main. Ce que le jeune homme, le capitaine, le président par intérim est en train de faire au Burkina Faso, c'est pour sauver même toute l'Afrique dans des griefs de l'envahisseur. Donc, le Burkina, la chaîne là, normalement, on devait la retirer purement, simplement, comme la France 24, la RFI. Alors, justement, vous revenez là sur un aspect qui est quand même très important. Ça c'est maintenant, c'est LCI, mais bien avant LCI, il y a eu France 24 qui a été suspendu, il y a eu RFI qui a été suspendu il y a 1 an. Est-ce que finalement les autorités burkinabées de la transition sont allergiques au traitement de l'information par les médias français? Oui, même s'ils sont allergiques, c'est qu'ils ont des raisons. Parce que vous savez, il est une chose de donner de faire de la communication sur un pays, de faire des émissions sur un pays, mais il est une autre chose que tout ce qui se dit dans les médias soit une réalité. Alors, quand un média apporte des informations qui sont carrément fausses, carrément contraire à la réalité de ce qui se passe sur le terrain, quand un pays accepte ça et fait digérer ça à ses concitoyens, je crois que ce pays n'est pas responsable. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il vaut mieux aller carrément à la censure de ce média, de cette chaîne de télévision, qu'une simple censure de 3 mois. C'est-à-dire demander au bouquet de ne plus diffuser cette chaîne. Ah oui, parce que vous savez, est-ce que
la situation contraire peut se passer en France que un Burkinabé ou un média burkinabé. Aucun n'aimait vers la... Voilà, même l'ONU, hier, dans tout ce qui se passe à la France, en France actuellement, quand l'ONU a demandé que l'usage de la force soit alors proportionnel à la force des manifestants. Vous avez vu tout ce que les autorités françaises ont, de leur déclaration, c'est comme ils ne sont pas d'accord avec l'ONU, ils ont fustigé cette déclaration de l'ONU. Alors moi j'ai dit, le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Alors aucun média français ne doit peut-être jeter du discrédit sur ce qui se fait actuellement au Burkina Faso. Ce qui se fait, le problème du Burkina Faso aujourd'hui a été créé par la France avec Sarkozy en chef en ce temps. Alors si Sarkozy a pu alors avoir une résolution de l'ONU pour venir semer alors toute cette pagaille en Libye, pourquoi les Français qui aiment tant l'Afrique, ou pourquoi la France qui se dit, ok, notre mère, c'est-à-dire c'est elle qui nous a colonisés, c'est elle qui a droit de vie ou de mort sur nous, pourquoi cette France-là aujourd'hui ne retourne pas à l'ONU, alors obtenir, comment on l'appelle, cette même résolution pour demander à ce que l'OTAN, les États-Unis et autres, et elle-même la France, pour aller refaire service après-vente en Libye. Si aujourd'hui on mettait de l'ordre en Libye, tous ceux qui sont dans la sous-région comme opérant comme des djihadistes ou terroristes là, vont mettre la clé sur la paillasson tout de suite. C'est parce qu'ils refusent d'aller remettre de l'ordre en Libye que nous souffrons de ce de ce mal actuellement dans nos différents pays de la sous-région. Ce que vivent les Burkinabés, alors vient directement de la France, pas indirectement. Alors que cette même France, au lieu que ces journalistes-là critiquent ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain, que ce soit au Burkina Faso, ou au Mali, ou au Niger et autres, qu'ils alors s'en prennent à leurs dirigeants et leur demander de retourner, reprendre une résolution à l'ONU pour que voilà, on vienne mettre de l'ordre, alors on vienne alors mettre fin au djihadisme en Libye et dans tous les pays de la sous-région. D'accord. C'est mieux. Alors, Marcel Agostino, j'ai cité donc les cas de France 24 et de RFI qui ont subi le même sort. Mais on se rappelle également qu'il y a eu l'expulsion des correspondants des quotidiens français Libération et Le Monde. C'était en janvier 2023. Le Burkina avait demandé à la France de retirer ces 400 soldats. Il y a comme une fixation sur tout ce qui est français. Oui, aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français qui est alimenté par les autorités. Oui, qui est visible en Afrique, parce que la France a prouvé ses limites de protection des droits de l'homme, de la protection des biens et des personnes. Depuis que les anciennes colonies ont été placées sous contrôle de la SDN et puis au niveau de la France ne fait que spolier, piller les ressources de ces dernières. Donc c'est un peu difficile que nos nations, nos pays, surtout de système français, continuent par croire à la France, à cette France qui a déjà prouvé ses limites partout, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Djibouti, etc. Et au Togo en passant, la France a prouvé ses limites. Depuis que ces colonies ont été placées sous tutelle de la France n'a pas réussi à bitumer aucune seule voie dans nos pays. Plutôt, nous, on continue pas à payer même la facture d'électricité à cette France. Les anciennes présidences, c'est-à-dire que les palais des présidents en Afrique sont souvent baillés à nos dirigeants. Nos dirigeants continuent pas à payer de coûts de bail au palais abritant nos présidents. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile si une métropole qui se considère ainsi, qui se comporte ainsi vis-à-vis de
un enfant, c'est entre guillemets, c'est un peu compliqué. En même temps, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas finalement temps aussi de normaliser toutes ces relations? C'est un passé douloureux, mais on ne va pas tout le temps regarder dans le rétroviseur quand on conduit. Pour normaliser ces relations, c'est ça que notre ami, notre frère, notre aîné, petit frère, le président capitaine Traoré est en train de faire. Et pour faire un coup d'État, je vais perdre le fil, pour faire un coup d'État, il faut d'abord envahir les médias. Il faut envahir les chaînes, il faut envahir les radios, les télévisions. Mais nos chaînes, nos télévisions, nos médias sont laissés pour compte aux Occidentaux. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui ils sont là à infiltrer nos systèmes de communication. C'est un peu hardie et audacieuse qu'une dame a tenu ses propos, si vous permettez, je cite, selon elle, la journaliste, elle précise que, sans mentionner la source, que 40% du territoire du Burkina Faso est occupé par les terroristes, qu'il y a plus de 13 000 morts et plus de 2 millions de déplacés et près de 90 000 civils appelés volontaires pour la défense de la patrie, utilisés comme de la chair à canon pour protéger les militaires contre les terroristes. C'est un peu paradoxal et c'est un peu embêtant qu'une petite journaliste sortie de S-Nilo, parce qu'ils ne sont pas compétentes ou bien compétents, puisque les autochtones ou bien les allogènes que nous sommes, c'est-à-dire que les Africains, ces journalistes français ou bien françaises ne sont pas tellement hautement intelligentes ou bien ils savent faire quelque chose plus que nous, mais parce que ils ont réussi à inculquer dans nos têtes qu'ils sont les supérieurs, comme la guerre, la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, où on croyait que le blanc est intouchable, et c'est après que nos aînés ont su que bon, ces gens-là, eux aussi sont mortels. Oui. Voilà, je voudrais aussi rebondir sur la question. Vous savez, si France 24, RFI ont été sanctionnés au Burkina Faso, c'est à cause du contenu. Oui. Voilà, c'est à cause du contenu des émissions qu'ils émettent vers la population. Non, qu'ils émettent sur les sujets brûlants du Burkina Faso. Voilà. C'est-à-dire que c'est une totale désinformation. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a un soulèvement où il y a des troubles à l'ordre public dans un pays francophone, vous allez constater que c'est là où RFI trouve un spécialiste sur ce pays. Je ne sais pas si vous faites... On trouve des politologues, on trouve des spécialistes consultants. Ce n'est pas pour donner un message, mais c'est pour tirer à boulet rouge. C'est pour vilipender le pouvoir en place. C'est pour vilipender ce qui se fait. De manière à soulever les populations contre ce régime-là. Vous avez vu, même Patrice Talon a souffert de ça. À chaque fois au cours de son premier quinquennat, à chaque fois qu'il y a de petits soulèvements au Bénin, vous allez constater que France 24, RFI et tout, c'est là où ils recrutent des spécialistes qui ne savent que insulter les gens, alors demander aux gens de faire ci, de faire ça et tout. Et donc moi j'ai dit, il va falloir que actuellement nos dirigeants prennent alors le contrôle des choses. Justement, est-ce que ça aussi, ce n'est pas le point faible? Comment l'Afrique peut-elle retrouver sa souveraineté en information? Mais aujourd'hui, nos dirigeants doivent prendre les taureaux par les cornes, c'est-à-dire en contrôlant les contenus de ce que ces chaînes-là doivent déverser sur nous et ne pas prendre tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, il va falloir que ce soit avec les histoires de Canal, que ce soit les trucs numériques de TikTok et autres, que nos dirigeants alors commencent par contrôler le contenu et nous donner que ce qui répond à nos valeurs culturelles, à nos valeurs, à ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant que de la salade. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple TikTok ou Togo, je ne crois pas que si on va en France ou on va aux États-Unis ou à Pékin, on retrouvera les mêmes contenus. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il est aisé à un Américain de se dénuder et de faire peut-être TikTok ou à un Chinois ou à une Chinoise. Mais c'est une question d'éducation de sa population aussi. Mais si, mais il va...
un, d'éducation de sa population, mais de deux, que ceux qui sont appelés à contrôler les médias puissent contrôler aussi leur contenu pour que ce qui va être servi à la population puisse les aider à aller de l'avant que de les divertir autrement, négativement surtout. D'accord. On passe au dernier sujet, si vous permettez. C'est le sujet du Togo. On va passer donc... c'est un sujet relatif à l'éducation. Le ministre des enseignements primaires et secondaires, le professeur Doji Kokoroko, a annoncé le 29 juin la fermeture de nombreux établissements scolaires ne répondant pas aux normes. Cette décision du ministre des Enseignements fait suite à une mission de mise à jour de la situation des établissements scolaires laïcs et confessionnels. La mission menée par la commission d'agrément a été conforme aux tests réglementaires en vigueur et elle permet de disposer d'un répertoire fiable, dynamique et actualisé des établissements relevant du privé et en deux catégories. D'abord, les établissements répondant aux normes qui pourront donc ouvrir leurs portes à la rentrée 2023-2024 et puis les établissements non conformes qui sont jugés clandestins, qui ne pourront pas donc ouvrir leurs portes. Ils sont en tout 255 établissements répartis sur toute l'étendue du territoire national. Il faut rappeler quand même que au niveau de l'éducation au Togo, les écoles publiques ne sont pas en nombre suffisant et que les écoles privées comblent ce trop plein d'élèves qui autrement n'auraient pas d'école où s'adresser. Marcel Agbessinou, 255 établissements qui ne sont pas aux normes, qui sont clandestins, etc. et tout. Est-ce que vous pensez que le ministre est à féliciter? Oui, je ne veux pas dire que le ministre, on doit féliciter le ministre, mais il est dans son rôle, étant donné qu'il incarne ce ministère et il est en train de mener un travail exceptionnel depuis qu'il a été nommé là-bas. Avec toute son équipe, on peut dire que c'est l'agenda. Il est en train de respecter son agenda et sa feuille de route pour au moins transformer l'éducation de nos jours à une éducation acceptable pour les générations à venir. Donc, le ministre Doji Komla Kokoroko, que je salue de passage, il a pris cette décision le 29 juin 2023, au moment où il a déjà envoyé une mission à l'intérieur pour pouvoir recenser les anomalies de part et d'autre, allant à la création des écoles sans se baser sur aucune base légale. Parfois, certaines écoles, ils n'ont même pas de récépissé. Donc, le ministre a recensé au moins 255 établissements confessionnels et laïcs qui seront au moins sanctionnés et fermés la rentrée prochaine. Bon, je peux dire que le ministre, pour créer des bases solides pour des générations à venir, il y a certaines choses qu'on peut faire aujourd'hui et que le commun des mortels n'acceptera jamais. Mais avec le temps, on trouvera qu'au moins celui-ci a fait quelque chose entre-temps, sinon on allait tomber dans des embuscades. Donc si aujourd'hui le niveau aussi, nos niveaux en général s'affaiblit au jour au jour, ça dépend aussi de ces créations, ces anomalies-là, la création, la propagation des écoles, tout comme des églises. Donc, si aujourd'hui, sur le plan national, il y a beaucoup de choses qui se font sans respect du principe sacro-saint, sans respect de la règle d'éthique et de déontologie. Donc, si le ministre a jugé mieux qu'il est en train de sauver une situation, mais bon le semble. Mais ce que je vois, il y a plusieurs qui travaillent dans ces écoles confessionnelles. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Kosigan Akwete, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Je crois que l'ouverture d'une école, qu'elle soit même publique, privée, laïque, confessionnelle et tout, doit répondre à un cahier de charge. Maintenant, si ce cahier de charge n'a pas été respecté, je crois qu'il ne doit pas avoir de récépissé. Et quand ça répond à ce cahier de charge, ok, ça donne peut-être la garantie d'un rendu de qualité vis-à-vis des élèves qui sont appelés à fréquenter cet établissement-là. Alors aujourd'hui, si on demande peut-être à cette 255
établissements de fermer, je crois que la porte ne leur est pas totalement fermée. Il suffirait qu'ils se conforment alors à toutes les procédures qu'il faut alors avoir pour avoir le récépissé de l'État et se mettre dans les normes. Parce qu'il est une chose d'ouvrir une école, mais il est aussi une autre chose de dispenser les cours et de tenir l'école comme l'État le veut. Il ne faudrait pas que ça soit seulement du business, où on ouvre quelque chose, on met des gens qui ne sont pas compétents dedans pour avoir de l'argent. Non, je crois qu'il faudrait qu'on dépasse alors ce niveau pour aller à la professionnalisation, où on peut dispenser des cours qui répondent aux normes et qualités souhaitées par le ministère de l'Enseignement. Je crois que c'est une très bonne chose, et pour les parents d'élèves, et pour les élèves, et même pour alors les promoteurs de ces écoles-là. Mais quand, parce qu'on a dit qu'il y a une mission d'inspection qui allait faire donc le travail, et quand la décision tombe, on a dit clairement qu'elle doit fermer pour la rentrée prochaine. Certains trouvent que c'est assez précipité de dire ça. On aurait pu leur demander de se conformer, ou à défaut. Non, je crois que c'est mieux qu'ils ferment, que ces établissements-là ferment. Parce que le problème, c'est que vous avez des zones où on n'a pas d'école publique. Oui, et ce sont ces établissements qui viennent au secours. Et là, je crois que les administrations territoriales, je veux parler des maires, des mairies, alors doivent prendre leurs responsabilités pour alors ouvrir des écoles. Et après, l'État va venir. La rentrée, c'est dans 2 mois. Ah oui, il peut prendre des dispositions, parce que aussi, quand vous allez un peu à l'intérieur de notre pays, vous allez voir un enclos où on dit école primaire, publique et tout, et école privée et tout. Oh, c'est un mur en banco, quelque chose comme ça. Vous-même, c'est-à-dire, soi-même, on est un peu gêné de dire, ah, c'est ici les enfants, ils vont. Donc moi, j'ai dit, bon, je ne connais pas les critères sur lesquels ils ont été sélectionnés, ces différents établissements. Mais si c'est une mission du ministère qui, après avoir sillonné toute l'étendue du territoire national, qui a recensé alors les 10 établissements comme étant peut-être des mauvais élèves, je crois qu'ils doivent fermer pour reprendre la chose, respecter les normes qui sont fixées par le ministère et peut-être ouvrir dans les années qui viennent. C'est vrai que cela va poser un problème pour les enfants, ça c'est le personnel qui a été utilisé, ils sont directement au chômage, tout ça là, ça ne respecte pas, je dirais, le mandat social du président de la République, mais on ne peut pas parler du social quand il s'agit de la formation de nos enfants, de nos frères et tout, qui sont naturellement la relève de demain. Moi, je suis en train de suivre des discussions sur le sujet sur plusieurs plateformes depuis l'annonce de la sortie de cette note-là. Et certaines de ces écoles existent depuis une dizaine d'années déjà. Et qu'on vienne aujourd'hui leur demander de fermer les portes, est-ce que vous pensez que c'était la meilleure option? Est-ce que le ministre n'aurait-il pas mieux fait d'être dans une logique d'accompagner ces écoles? Normalement, ce que vous venez de dire est un peu acceptable. Mais même si nous reconnaissons le pouvoir d'un chef de service à travers l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 7 février 1936, c'est-à-dire arrêt Jama. Cet arrêt a donné le pouvoir à tout chef de service de disposer ce pouvoir réglementaire pour organiser ces services. Donc, si nous prenons l'arrêt là, en faisant rapprochement, je peux dire que le ministre Kokuruko, c'est un chef de service. Il peut prendre tout pouvoir réglementaire pour disposer, pour organiser son service. Mais, une chose est de constater avec découragement que, plus loin, il est en train de créer des gens qui vont se réveiller sans emploi et des écoles qui sont parfois enclavées. Il y a certaines zones qui sont enclavées et ce sont ces écoles primaires laïques confessionnelles qui constituent quelque chose pour sauver les gens de l'autre côté. Donc j'étais à la place du ministre, soit mise en demeure, soit on accompagne ces écoles à se conformer à la réglementation nationale, au lieu de les fermer, au lieu
de sauter immédiatement qu'on va les fermer à la rentrée prochaine, c'est un peu aussi très tôt. Très tôt pour le social de service que nous tous, on salue au moins sa détermination de ce qu'il est en train de faire, sa compétence à révolutionner et à transformer l'éducation de nos jours. Mais il est en train de créer une situation un peu irréparable. Ce sont nos frères. Pas irréparable en tout cas. Moi, je vois dans cet arrêt une manière de pousser les promoteurs des dits établissements mis en question de pouvoir refaire les choses en respectant les normes. Parce que vous savez, par exemple, cette partie de la note du ministre, il dit que les établissements de la catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont invités à fermer, non seulement n'offrent pas un cadre sécurisé de formation et d'apprentissage, mais aussi et surtout n'assurent pas la qualité de l'enseignement tel que recommandé par la feuille de route gouvernementale. Voilà, quand il s'agit de ça, d'abord, quand la sécurité des enfants est mise en danger, quand le contenu des enseignements des cours dispensés ne répond pas aux normes du ministère de l'enseignement, je crois qu'il n'y a pas mieux que de les fermer, parce qu'il ne faudrait pas envoyer les enfants pour aller peut-être grossir les effectifs des établissements et leur permettre d'avoir des sous. On les envoie pour qu'ils acquièrent de la sagesse, qu'ils acquièrent une éducation qui puisse leur permettre alors de devenir les cadres de ce pays. Alors, si surtout l'enseignement, l'éducation de base est faussée, je crois que quelle que soit l'école à laquelle il ira demain, l'enfant aurait déjà perdu l'essentiel. Oui. Donc moi j'ai dit, c'est une bonne chose qu'il ferme déjà pour reprendre les choses. En respectant les normes, parce que on n'ouvre pas une école parce qu'il faut l'ouvrir, mais on l'ouvre en tenant compte, en respectant les normes fixées par l'État. Et donc en travaillant main dans la main avec les services, le ministère de l'Enseignement, et pour offrir un cadre d'abord sécurisé aux apprenants et leur donner des cours alors qui répondent aussi aux normes dictées par les inspections des enseignements ou le ministère de l'Enseignement. Donc, si ce n'est pas ça, il vaut mieux fermer. Alors, ici, en parlant de cadre sécurisé, donc on voit par exemple le bâtiment, est-ce qu'il est aux normes? Vous avez même par exemple certaines écoles où il n'y a pas de sanitaire, etc. Mais ces problèmes sont également présents dans les établissements publics. Je ne vais pas donner de nom de quartier, mais il y a un établissement public qui est là. Lorsque le ciel vire au gris, on est obligé de libérer les élèves parce qu'on craint qu'ils vont être mouillés et tout ça. Finalement, c'est le fait de fermer quelques écoles publiques. Est-ce qu'on règle le problème de l'éducation? Mais ce que le ministre, le chef de service, a sorti comme décision, c'est d'une manière ou d'une autre, on peut le placer sur plusieurs angles. Première école, peut-être, on peut dire que il est dans son rôle de chef de service d'un ministre qui cherche à purger, à normaliser les choses dans le secteur éducatif. Et dans d'autres, on peut dire également qu'il ne voulait pas que les élèves de demain, la relève de demain, soit une relève tête vide. Donc, la prolifération des écoles de nos jours, je peux dire que la faute incombe également à l'administration et au pouvoir central et à nos dirigeants. Parce que une école, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer à Esnilo, on peut créer comme ça et l'utiliser comme ça à Vietnam. Mais les autorités éducatives doivent avoir un regard de création, un regard de tout ce qui se fait dans ces écoles. Mais 255 écoles qui sont créées sans se conformer à la règle, sans se conformer aux principes de déontologie et d'éthique, c'est un peu difficile. Donc notre pays est assis sur un volcan en ébullition. Si des relèves de demain, ceux qui constituent la relève de demain, la pierre de lance, la pierre angulaire, on a créé ces pierres angulaires jusqu'à 255 écoles confessionnelles et laïques au regard de l'administration.
Et c'est ce soir, hier 29, que le ministre a fait sortir ce communiqué parce qu'il a envoyé une mission à l'intérieur pour diagnostiquer ceux qui se sont aux normes et ceux qui ne l'ont pas. C'est un peu difficile. J'ai au cœur au ventre parce que moindre erreur, on peut créer encore des hôpitaux aussi comme ça. Des hôpitaux aussi peuvent être... On se rappelle du temps de Suzanne. Moi, je crois que c'est peut-être dû au laxisme, peut-être qui était dans le fonctionnement du ministère de l'enseignement primaire et secondaire avant la nomination du ministre Kokoroko. Je crois que si par le passé, ces contrôles se faisaient strictement et qu'on faisait des rappels à l'ordre à ces promoteurs-là, peut-être que le nombre ne serait pas si grand. Peut-être qu'il y a eu du laxisme, il n'y a pas eu de contrôle effectif. Il y a de laisser aller. Voilà, il y a de laisser aller. Et que maintenant, voilà, il a dit, bon, mieux vaut tard que jamais. Et donc, il a pris une décision, ne serait-ce que pour faire rentrer dans les normes tout le monde et pour que au grand bonheur de nos enfants. Mais maintenant, comme je le dis, le ministre Kokoroko, je sais qu'il a envoyé la mission, mais je suis sûr que c'est depuis son bureau qu'il a signé la note. Et la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Vous avez des zones où vous n'avez pas une école publique peut-être dans les 3, 4, 5 kilomètres à la ronde. On en a 2 ou 3 privés qui sauvent la situation, qui présentent des élèves au CEPD, aux examens nationaux et qui réussissent. C'est pas comme ça qu'on règle le problème, parce que quelque part on dit les parents d'élèves sont invités à orienter leurs enfants vers les établissements scolaires qui obéissent aux normes réglementaires à la rentrée prochaine. Mais il y a d'autres paramètres qu'il faut considérer. Oui, ces autres paramètres, je crois que l'État même est dans une dynamique d'expansion et la construction des écoles publiques. Ça, on l'annonce depuis, mais ça va pas de tortue. Comme l'occasion fait le larron. Ça se fait, mais il n'y a pas de tortue. Comme l'occasion fait le larron, je crois que dans les zones où il y aura manque d'écoles pour les enfants, avec la participation des mairies ici et là, on pourrait combler alors ces vides-là. Mieux vaut faire ça pour... il faut commencer par Vous êtes totalement d'accord avec la procédure? Moi, je suis totalement d'accord avec la procédure parce que au cas où il y aura besoin d'école, l'État va prendre ses responsabilités et mettre une école pour que les enfants ne puissent pas rester à la maison ou perdre l'année. L'État prendra ses responsabilités. En parlant de 200... Et les mairies seront mises à contribution, ne serait-ce que pour identifier les zones dans lesquelles il faut nécessairement une école. Voilà. Et donc l'État mettra alors tout ce qu'il faut pour que alors les enfants ne perdent pas l'année. Il vaut mieux alors encadrer dès le bas âge l'éducation des enfants que de les laisser à la merci des promoteurs véreux. N'oublions pas aussi que dans ce lot-là, il y a des promoteurs véreux, il y a des brebis galeuses qui, quel que soit l'accompagnement, quel que soit ce que fera l'État, ils ne respecteront jamais les normes. Donc il vaut mieux aller déjà par ce coup-là pour réglementer beaucoup qui n'ouvrent les écoles que pour du business. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Ils ne rentreront jamais dans les rangs. Donc il vaut mieux alors fermer ces écoles. Et si l'État identifie des zones reculées et qui alors où ces écoles, quand seront fermées, les enfants n'auront pas la chance d'aller à l'école, il faudrait que l'État alors mette en place alors des écoles, même si ils commencent par des paillotes. Demain, il y aura peut-être financement et puis il y aura un établissement construit. Voilà. Alors, je me suis amusé à un petit calcul. On parle de 255 établissements. Si je mets une moyenne de 100 élèves par établissement, on est à 25 500 élèves. C'est quand même beaucoup aussi. Ah mais c'est beaucoup parce que vous savez, je dis, il y a toujours des promoteurs véreux qui vont souhaiter que la situation perdure. Et quand vous retrouvez même les enseignants qui officient dans ces différents établissements, c'est des gens qui traînent la misère par la queue. Oui, tout à fait, parce que ils sont toujours dénudés. Donc il vaut mieux fermer pour que, même s'ils ne rouvrent pas et que l'État met une école en place, ça avantagera mieux à nos enfants que ce qui se fait actuellement. Actuellement, on est entré en vacances pour les enfants, on est en juillet, mais il y a beaucoup d'établissements qui ont cessé de payer les salaires depuis la fin du mois de mai. Voilà. Et les enseignants vont souffrir jusqu'à la rentrée prochaine et c'est très difficile. De toute façon, aujourd'hui, on sait que les problèmes dans l'éducation sont très nombreux. Il faut commencer quelque part aussi. Oui, le problème est réel sur le terrain. Moi, je ne donne pas mon quitus pour la prolifération des écoles de nos jours. Non.
Parce que pour créer des écoles, il faut respecter certains principes, il faut respecter certaines règles et avoir certaines choses à la main et avoir des bases solides pour un avenir très reluisant de nos enfants, de nos frères. Il faut au moins respecter certaines choses. Mais sur le terrain, une chose est de constater que les écoles publiques même n'existaient pas ou bien n'existaient pratiquement pas dans certaines contrées, dans certaines localités. Ce qui fait que les parents, la population et les parents des enfants, les parents même, eux, ils décident entre eux de créer ces écoles confessionnelles ou bien ces écoles laïques, parfois édiles, et maintenant, peu à peu, l'État est en train de récupérer certaines écoles. Mais les écoles primaires, dans certaines localités, comme je venais de le dire, il n'y a pas. Même s'il y en avait, il n'y a même pas des encadreurs au niveau de l'école publique même. Il n'y a pas des encadreurs au niveau des écoles publiques. La distance, la distance entre l'école confessionnelle et l'école publique, parfois, ça dépasse 5 km. Ouais. Alors que la réglementation voulait qu'il faut 2 km, 2 km, on peut avoir des écoles. Alors, dans certaines localités, vous allez voir une école confessionnelle ou bien laïque, à peu près 5 km de l'école publique. Maintenant, on venait de fermer ces écoles qui se situent à 5 km de l'école publique, où on envoie maintenant ces élèves, ces petites filles, ces petits garçons. Est-ce qu'on va les héberger quelque part auprès des écoles publiques de l'État, à quelque part, on ne sait pas. Je vois de toute façon, je crois que l'État va légiférer et prendra ses responsabilités au moment venu. Ces enfants auront la chance d'aller à l'école et recevront un enseignement de qualité. Non, on ne refuse pas. Que de les laisser à la merci de ces promoteurs véreux qui ne veulent pas respecter les normes. Parce que au-delà du cadre, il va falloir qu'on s'attarde un peu sur la qualité de l'enseignement. Et le contenu de ce qui se fait là-bas. Voilà. Il faut un regard. Si ça ne respecte pas les normes en vigueur, on doit les fermer. Lorsque vous avez un établissement, c'est que vous avez un personnel enseignant qui doit avoir le niveau, qui doit être qualifié, donc qui suit régulièrement des recyclages, des formations, afin de la remise à niveau. Une formation de qualité. Vous allez constater que même dans les préfectures, même les écoles privées, à chaque fois que les enseignants des établissements publics ont des séminaires, on invite aussi ceux des écoles privées. Alors, si, par exemple, il y a de ces enseignants qui n'y vont pas. Ça voudrait dire que ce qui se fait dans les normes, alors échapperont à ces enfants-là. Donc, il faut nécessairement revoir tout ça et qu'ils ferment. S'ils se remettent dans les normes, peut-être qu'ils auront l'autorisation de rouvrir. C'est tout. On l'espère. Voilà. Merci beaucoup, Kosigan Akwete. Merci à vous, Sam. Je voudrais saluer le chef de village de Boto-Zévé qui prend fonction aujourd'hui même. Voilà, je devrais y aller, mais félicitations à lui, que Dieu l'accompagne.